Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, 127e numéro aujourd'hui, un numéro un peu particulier. Ça ne sera pas sur du sportif, on va dire en lui-même, mais évidemment, vous avez vu la grosse information depuis jeudi qui est tombée, c'est la non-prolongation de Lionel Messi au Barça, donc la fin d'une ère, un gros séisme venu d'Espagne, donc Lionel Messi qui ne poursuivra pas l'aventure avec le FC Barcelone. Et aussi, pourquoi on fait ce podcast, c'est pas uniquement pour ça, mais aussi parce que Lionel Messi devrait arriver au Paris Saint-Germain pour 2 saisons plus une année avec option. C'est les dernières infos qui viennent du clan Messi. On va parler de tout ça, évidemment, d'expliquer pourquoi il n'a pas pu prolonger avec le FC Barcelone et pourquoi il devrait arriver au Paris Saint-Germain, toutes les modalités de son transfert. Et pour parler de ce sujet bouillonnant qui agite la twittosphère foot depuis 3 jours, tout d'abord, Mousse qui était avec nous. Comment ça va, Mousse? Qui a remis la casquette par rapport à la dernière fois. Il y a beaucoup de gens qui t'ont dit on aimait bien la casquette. Là, tu l'as remis. Oui, je l'ai remis pour des raisons uniquement capillaires. C'était désastreux de montrer ça à l'antenne. Au petit matin, c'est pas génial. Donc, hola todos, je me suis mis un petit peu à l'espagnol quand même pour poser des questions à Messi en conférence de presse. Écoute, ça va, très excité, mais ça va. Également pour parler de ces super sujets du jour, Yacine Haned qui est avec nous, évidemment. Comment ça va, Yass? Salut à tous, ouais, ça va, merci. Bon, on va parler pas trop de sportifs aujourd'hui, un peu plus du contexte économique, etc. Est-ce que ça va t'aller les sujets, Yacine, aujourd'hui? Ça t'intéresse? Je sais que ça Ouais, t'intéresse. tant que ça touche au foot. Et au Paris Saint-Germain aussi, parce qu'évidemment, ça concerne aussi le Paris Saint-Germain. Et enfin, pour terminer la bande, ça fait plaisir de faire un podcast avec lui, parce que je l'ai vu faire différents podcasts, mais c'était plus Mousse aux commandes, ou alors les pastilles qu'il fait sur la chaîne YouTube de Paris United. Et là, il est avec moi aujourd'hui, ça me fait plaisir. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Foot Business, spécialiste de l'économie du sport, qui va beaucoup nous aider sur les sujets du jour. Merci Vincent d'être avec nous. Comment ça va? Très bien, merci. Moi, j'ai pas de problème capillaire, donc on est bon. On aurait pu mettre une casquette quand même pour accompagner Mousse, hein. J'essaierai la prochaine fois. Ah, Vincent, il porte des bobs. C'est bas, ça, c'est bas. Vincent, tu étais hier sur l'after pour parler déjà de ces sujets, donc tu as déjà un peu travaillé la question. Tu vas nous être d'une très grande aide aujourd'hui. Est-ce que ça s'est bien passé avec l'after hier? Tu as pu développer? Oui, non, ça se passe souvent bien, donc non, il n'y a pas de problème. C'est un vrai sujet qui me rappelle en partie les débats qu'il y a eu en 2017 avec la venue de Neymar, qui a été déjà un premier séisme, et Mbappé dans la foulée, qui a été une réplique du séisme dans la foulée, et où on se posait déjà les mêmes questions. Est-ce que le PSG va pouvoir avoir Neymar et Mbappé? Et puis là, on se pose la question de est-ce que le PSG peut vivre avec Neymar, Mbappé et Messi, ou Neymar et Messi, ça fera partie des questions, je crois, non? Évidemment, exactement. Ça va faire partie des questions, des nombreuses questions qu'on va se poser aujourd'hui. Bon, on va revenir pour faire un peu le point. On va le faire dans le sens chronologique. On va revenir au début. Donc, c'était jeudi. Donc, je le disais, donc on va parler évidemment du départ de Messi. Donc, c'est une énorme page qui se tourne dans notre football et dans l'histoire du FC Barcelone. Alors qu'un accord semblait avoir été trouvé entre Lionel Messi et du club catalan pour une prolongation depuis que Lionel Messi était arrivé en fin de contrat cet été. La bombe est arrivée jeudi après-midi. Déjà, des médias espagnols commençaient à annoncer dans la journée que Messi ne signerait finalement pas de prolongation de contrat. Et puis le Barça a fini par publier un communiqué officiel vers 19h en fin de journée avec une vidéo d'adieu actant le départ de sa star argentine. Donc Messi quitte donc le Barça après plus de 20 ans de vie commune, 770 matchs, 672 buts, 4 Ligues des Champions, 10 championnats d'Espagne et j'en passe. Donc c'est un véritable séisme dans le Ballon monde. d'or. Et surtout 6 fois Ballon d'Or, évidemment, qui sont liés à son aventure au FC Barcelone. Mais on va revenir donc sur la conférence de presse qu'a donnée hier Joan Laporta, le président du FC Barcelone, qui avait été élu en mars sur la promesse de garder Messi au Barça. Donc il s'est présenté hier devant la presse vers 11h pour expliquer justement les circonstances du départ de Lionel Messi après plus de 20 ans au club. Je vais vous donner déjà une première déclaration et puis on réagira dessus ensuite. D'emblée, donc, Laporta, qui a rejeté la faute, pour expliquer un peu pourquoi Messi n'a pas pu prolonger, a rejeté la faute sur la gestion de l'ancien président Josep Bartomeu, l'ancien président du FC Barcelone. Donc, je vous cite Joan Laporta hier dans sa conférence de presse. Malheureusement, on a reçu un club dans une situation néfaste. La masse salariale représente 110% des revenus du club. Cela signifie que nous n'avons pas de marge salariale. Il y a des règles en Liga, le fair play financier qui ne nous donne pas de marge. Et il a ajouté aussi que l'audit effectué sur les comptes du club était pire que les prévisions. Ce dernier sera d'ailleurs bientôt rendu public, mais cette saison, les pertes seront de 487 millions d'euros selon Joan Laporta. Vincent, sur ce premier chiffre,
Qu'est-ce qu'on peut en dire justement? Est-ce que ça exprime la situation catastrophique financière du FC Barcelone et Joan Laporta en fait qui n'avait pas d'autre choix pour préserver la santé du club de ne pas prolonger Lionel Messi? Oui, en fait, les chiffres qu'ils donnent sont justes, bien évidemment, mais je pense qu'il y a vraiment une dimension politique de communication. Il ne pouvait pas se représenter et dire que ça serait le président qui ferait partir Messi. Ça, c'était pas possible. Donc, il fallait qu'il le dise pour l'élection, ça a été fait. Et après, il fallait bien organiser la sortie de Messi, et pour lui, et pour le club, et pour Messi. Donc, tout ça a été joué en son temps. Évidemment, et les chiffres le démontrent. Vous pouvez aller voir sur le Twitter de l'Observateur du Sport Business, on a mis quelques éléments par rapport à ça. La chronologie, il est clair que l'ère Bartomeu a été terrible pour les comptes du Barça. Les mercatos de Bartomeu ont creusé un trou colossal et le club est à 1 milliard de dettes. À 1 milliard de dettes, ça devient compliqué. Le sujet de 110% du chiffre d'affaires, la masse salariale représentant 110% du chiffre d'affaires, il faut être totalement honnête, c'est dans le cas Covid, parce que c'est un cas compliqué. Mais sinon, ce n'était pas le cas, mais c'était quand même très dangereux pour le club. Le vrai sujet, il a parlé du fair play financier, mais il y a ce qu'on appelle un plafond salarial en Espagne. Et c'est à cause de ce plafond salarial que les contrats du Barça actuellement ne peuvent pas être validés, homologués. Rappelons-nous, déjà, ça aurait dû être un signal qui aurait dû mettre la puce à l'oreille à beaucoup de personnes, que Depay, cet hiver, devait partir au Barça, qu'il n'a pas pu partir, pour un contrat de quelques milliers d'euros, entre guillemets, par mois. Il voulait vraiment y aller, et ce contrat n'a pas pu être homologué. Donc oui, le Barça était coincé à ce niveau-là. Et même s'il y avait l'astuce de dire on prolonge Messi sur 5 ans et divise son salaire par 2, c'était de toute façon trop pour les comptes du Barça du moment. Et justement, tu fais bien d'en parler, Vincent, parce que je vais continuer un peu dans les déclarations de Joan Laporta. Ça va venir dans ce que tu disais sur l'accord, on va dire, qui était préparé entre Messi et le Barça. Donc déjà, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'entre Messi et le Barça, un accord semblait avoir été trouvé pour prolonger. Mais Joan Laporta expliquait qu'il était impossible à ratifier. Je cite Laporta, Messi voulait absolument rester, on voulait le garder, mais pour qu'il reste, il aurait fallu une opération économique catastrophique, ce qui aurait mis en danger le club et sa santé déjà fragile. Je ne peux pas prendre une décision qui détruirait le Barça. Rien n'est plus important que le club. Et là, justement, je vais donner les déclarations de Joan Laporta sur les contours de l'accord qui avait été trouvé avec l'entourage de Messi. Nous étions d'abord d'accord sur un contrat de 2 ans payé sur 5 ans, mais qui ne rentrait pas dans les règles de la Liga. Nous sommes ensuite tombés d'accord sur un contrat de 5, mais la commission économique de la Liga a dit non. Elle nous a proposé un accord qui nous rapporterait de l'argent, mais ne respectait pas les intérêts du club à l'avenir en matière de droits télé. Nous voulions que l'après-Messi commence dans 2 ans. Nous voulions encore profiter de la magie et du talent de Léo. Après des réunions avec la Liga, nous pensions que notre proposition de contrat serait acceptée, mais il fallait accepter des accords qui comportaient des risques trop grands pour notre entité. Notre décision est que nous ne pourrions pas mettre encore plus en danger le club. La Liga voulait que Léo Messi reste, mais il y a des clubs qui veulent que les règles soient respectées et ils ne voulaient pas faire de concessions pour Léo Messi. La situation économique laissée par l'ancienne direction est vraiment catastrophique. Mousse, sur les déclarations que j'imagine que tu as vues de Joan Laporta hier, qu'est-ce que ça t'a évoqué? Est-ce que tu pensais que la situation du Barça était aussi catastrophique de ce qu'on parlait déjà du bilan Bartomeu qui avait laissé les comptes du club de manière assez incroyable? Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as pensé en voyant ces déclarations de Laporta? Est-ce que tu dis, bon, au final, il a privilégié le club au détriment évidemment de la star du club, Lionel Messi, mais il n'avait pas d'autre choix en fait? Oui, mais c'est à peu près ça, en fait, ce que dit Vincent. Moi, je suis assez d'accord. Tu as l'impression qu'en fait, c'était un peu un jeu d'acteur de la part de Laporta. Je pense que lui, il était tout à fait conscient que de toute façon, ça serait impossible. Même en divisant le salaire par 2, on reste à 25 millions, je crois, enfin un peu moins de 30 millions d'euros par saison. Et quand tu connais la masse salariale du FC Barcelone, c'est vrai que pour lui, c'était très, très difficile. Et puis, si tu ajoutes à ça la DNCG espagnole qui m'a l'air peut-être encore plus dure que celle en France,
Alors moi, je suis pas un spécialiste, Vincent. Si je dis des bêtises, n'hésite pas à me corriger. Mais dans les déclarations de Laporta qui rejette la faute sur Javier Tebas, on a l'impression que Tebas n'a voulu faire aucune concession pour enregistrer le nouveau contrat de Messi. Et d'ailleurs, il me semble, alors je ne sais pas si je dis des bêtises, tu me diras, Vincent, que certains contrats n'ont toujours pas été enregistrés de certains joueurs, de nouveaux joueurs arrivés au FC Barcelone. On parle de Kun Agüero. Donc voilà, mais c'est vrai que déjà, sous Bartomeu, on sentait que c'était déjà la fin avec Messi, étant donné leur relation très très froide et très glaciale. Notamment après le départ de Luis Suarez, là c'est plutôt sportif, à l'Atlético. Et il faut se rappeler que depuis 2017 et le départ de Neymar pour 222 millions d'euros, c'était une clause levée par le Paris Saint-Germain. Les investissements de Barcelone étaient complètement fous et disproportionnés. Je pense à Coutinho, je pense à Dembélé, je pense à Griezmann. Et alors que tu mettes autant d'argent sur ces trois joueurs qui sont des bons joueurs, hein, c'est pas si sportivement c'est rentabilisé, c'est-à-dire que si tu apportes quelque chose sportivement, ok, mais là non seulement c'est très très cher et donc tu as creusé le déficit de Barcelone, mais en plus sportivement ces trois joueurs ne t'ont pas apporté grand-chose. Donc pour moi c'est un peu logique, même si honnêtement lorsque les premiers bruits ont commencé à sortir sur le terrain, j'étais très très surpris. Et puis après, quand il y a eu le communiqué officiel de Barcelone, honnêtement, quand même, j'étais très, très, très surpris. Et c'est à partir de là que je pense que tous les journalistes ont commencé un peu à téléphoner à leur réseau, voir est-ce que c'est faisable pour Paris, etc., etc. Donc, mais ça reste quand même un énorme séisme dans le monde du football. Yacine, c'est vrai que l'info qui est peut-être encore plus, on va dire, grave que celle du départ de Messi, c'est le fait que le Barça, du fait que sa masse salariale actuelle représente 95% de ses revenus, comme le disait Laporta, c'est qu'en fait, le Barça ne peut toujours pas enregistrer l'arrivée de ces nouvelles recrues qui sont Kun Agüero et Memphis Depay. Et donc, ils se retrouvent dans une situation où ils sont encore obligés de vendre alors qu'ils n'ont quand même pas prolongé le plus gros salaire du club qui devait normalement soulager, on va dire, les comptes du club. Ouais, en fait, il y a plein de problèmes là-dedans. C'est que déjà, il faut toujours se rappeler que les clubs espagnols ne fonctionnent pas comme les clubs français, allemands, etc. C'est de la politique, il y a des élections, il y a un programme, etc. Et on a même parfois l'impression, à tel point que, comme les présidents de la République, c'est-à-dire que, tu sais, ils sont élus, et puis au moment où ils sont élus, ils vous disent ah, mais je ne savais pas que la situation était si catastrophique avec mon prédécesseur, etc. Parce que c'est ce qu'on vit là. Et en gros, le programme, c'est aussi ça, c'est-à-dire on va garder Messi, on a entendu parler de Xavi, on a entendu parler d'anciennes gloires du Barça dans chaque programme, parce que ça fait partie du jeu aussi. Euh, Franchement, au début, en plus, il y avait cette histoire, le jour où c'est sorti, là, jeudi, il y a eu un petit moment de doute où on s'est dit, est-ce que c'est un coup de bluff pour mettre la pression sur la Ligue espagnole, parce que ça paraît trop gros. Voilà. Finalement, effectivement, les comptes, on sait que ça fait un moment que c'est compliqué et Tebas a décidé de ne plus laisser passer. Et je pense qu'il y a aussi là-dedans une petite leçon pour tout le monde, c'est-à-dire que les clubs se pensent souvent intouchables, ces grands clubs-là. Et là, déjà, c'est une première claque. Euh, Il y a toute la mauvaise gestion où tu arrives à ça, parce que c'est des années de gestion, ce qu'on a appelé les panic buy, c'est-à-dire que pour remplacer Neymar, il faut que tu fasses un coup pour calmer tout le monde. Donc tu fais un mauvais coup. Et ce mauvais coup, au lieu de te dire on a fait un mauvais coup, stop. Maintenant, on va réfléchir un peu et on va revenir sur une stratégie tranquille. En fait, pour calmer tout le monde, tu refais un panic buy en décembre et tu refais un panic buy en janvier. Du coup, tu as claqué 350 millions. Tes joueurs, ils ne t'apportent pas ce que tu attends d'eux. Et en fait, tu enchaînes les erreurs. Et je pense que le vrai problème du Barça, ça a été ça. Le point de départ, c'est évidemment Neymar dans tout ce qu'il représente, mais c'est surtout pour compenser Neymar, qu'est-ce que tu as fait? Et en fait, tu as fait n'importe quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, tout le monde peut dire, ouais, mais le Barça, il lâche Messi. En fait, c'est juste la conséquence de cette mauvaise gestion, des gens que tu as mis en place au club, de la stratégie, parce que le Barça a longtemps été un club qui se servait de sa formation et qui s'en est moins servi pour acheter des joueurs. Voilà, tout ça mélangé, ça donne bah, le séisme dont tout le monde parle aujourd'hui. La dernière chose, c'est que je pense qu'il y a. J'hésite, moi, avec le rôle, ce que Mousse et Vincent, ce dont Mousse et Vincent ont parlé, à savoir cette histoire de est-ce que réellement ils ont joué un rôle en sachant que ça irait pas au bout, ou est-ce qu'ils se sont dit on tente le coup pour aller au bout, voilà, en sachant qu'il y a peut-être un risque, tu vois.
Je suis un peu partagé parce que je pense réellement qu'ils se sont dit en tant que Barça, est-ce qu'on va pas avoir quand même, entre guillemets, une petite fleur pour dire, bon, ok, on vous fait un dernier cadeau, mais après, il va falloir remettre les choses à plat parce que c'est plus possible, quoi. Justement, et je vais venir vers toi, Vincent, et tu vas pouvoir nous expliquer, parce que dans le communiqué justement qui annonce le départ de Messi, le club catalan a précisé qu'il n'avait pas pu conserver donc Messi, pourtant prêt à baisser son salaire de moitié à cause d'obstacles économiques et structurels liés au règlement de la Ligue espagnole. Et c'est là que je veux ton avis, Vincent, parce que on annonce que malgré plusieurs tentatives de négociation donc avec le président de la Liga, Javier Tebas, le Barça n'a obtenu en fait aucun aménagement du règlement du championnat à sa faveur, et c'est peut-être là que c'est arrivé le point de non-retour. Oui, mais en fait, moi, depuis quelque temps sur ce sujet-là, je reste prudent et je dis que tant que c'est pas signé, faut rester prudent. Parce qu'effectivement, il y a une notion de partie de poker ou de bras de fer, mais faut garder à l'esprit deux informations. L'annonce de Messi est arrivée, du Barça par rapport à Messi est arrivée jeudi, mais mercredi, il y a eu l'annonce de la Liga qui signait avec CVC pour 2,7 milliards d'euros. 2,7 milliards d'euros, il y a forcément des clauses de CVC dans ce deal avec la Liga qui attendent la Liga d'être toujours attractive. Donc, ça suppose que la Liga est toujours le Real et le Barça et qu'ils ne partent pas dans une Super League. Et ça suppose que le Real et le Barça aient des joueurs qui lui soient capables de permettre à la Liga de continuer à se développer à l'international, par exemple. Donc c'est pour ça que je pense que, évidemment, que l'annonce ne pouvait pas être faite dans l'autre sens, c'est-à-dire si l'annonce de Messi, le départ de Messi avait été le mercredi, il n'y aurait jamais eu l'annonce de CVC et de la Liga le jeudi, premièrement. Et donc, quelque part, la seule chance pour le Barça, c'était de laisser signer la Liga avec CVC et après de leur dire, bah, maintenant, vous assouplissez le truc et on garde Messi, ce qui permet de faire plaisir à votre nouveau partenaire, nouvel actionnaire, ou bah, on le fait partir et à ce moment-là, il va falloir voir ce que sera le deal la Liga et CVC dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, gardons aussi à l'esprit que je crois que c'est la semaine dernière, on a eu une information qui est passée que l'UEFA ne sanctionnerait pas le Real, le Barça et la Juve par rapport au projet Super League. Le Real, le Barça sont des clubs en mode socios. Yacine l'évoquait avec le mécanisme de l'élection, c'est tout à fait vrai. Mais ça veut dire aussi que ces clubs ne peuvent pas faire appel à leur actionnaire principal en cas de déficit ou en cas de besoin d'argent. Ce que peut faire le PSG avec USI, ce que peut faire le Stade Rennais avec Pinot, ce que peut faire l'OGC Nice désormais avec Ineos, ce que peut faire l'OM avec McCourt, eh bien, le Real, le Barça ne peuvent pas le faire. Et le projet Super League leur est garanti 350 millions d'euros par an. Et évidemment, dans un cas Super League, bah, le Real et le Barça ont les moyens de faire venir soit Mbappé, soit de garder Messi. Et donc, ce qui va se passer dans les semaines à venir va être important, ou dans les mois à venir, peut-être pas semaines, mais le sujet Super League va mécaniquement revenir parce que ces clubs-là ne peuvent. Autant la Liga a accepté de laisser partir des joueurs au moment de la crise de 2008 en misant sur la formation et sur les jeunes talents, autant le Real, le Barça ne peut pas se contenter de faire ça. Ils ont besoin de têtes d'affiche. Et donc, voilà, le Real a accepté de laisser partir Ronaldo, mais il a besoin mécaniquement de têtes d'affiche et de potentiels ballons d'or. Donc, on va voir comment ces clubs vont réagir par rapport à cette situation de crise que tout le monde vit, mais eux ont un handicap par rapport aux autres, c'est qu'ils n'ont pas d'actionnaires principaux. C'est ça, et parce que là, tu disais Vincent, en fait, la Liga, en quelques années, Ronaldo, il est parti du Real depuis 2018, en fait, depuis 4 ans, depuis le départ de la Liga a perdu Neymar, Cristiano Ronaldo, Ramos, Messi, et on peut mettre Zidane dans le lot, qui était quand même l'entraîneur du Real, qui était dans les derniers succès du Real Mousse. Ça pose quand même une vraie interrogation sur l'attrait du championnat espagnol par rapport à tous ces départs. Avant de venir en arriver on passera après à Messi au Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que par rapport à ça, Javier Tebas a conclu un accord donc avec CVC qui va permettre de réinjecter de l'argent dans les clubs pour
possiblement des transferts, mais pour l'instant, en l'état actuel des choses, la Liga n'a plus de tête d'affiche, en fait. Ah bah ça, comme tu dis, depuis quelques années, c'est vrai que quand tu as énuméré toutes les pertes, et notamment déjà Neymar en 2017, mais bon, à l'époque, Ronaldo était toujours au Real et tu avais toujours Messi. En fait, tant que tu avais Messi et Ronaldo en Liga, ça restait quand même très, très attractif parce qu'on sait très bien que le Classico, déjà, c'est un match qui est en Mondiovision, pardon, et c'est la vraie attraction du championnat. Et en plus, ça fait une dizaine d'années que l'Atlético Madrid pareil, joue les premiers rôles, réussit à être champion de temps en temps, fait parfois des bons parcours. Ils ont fait finaliste de Ligue des Champions, ils ont gagné une Ligue Europa. Tu as le FC Séville quand même. Donc voilà, ça restait tout de même, pour moi, derrière la Première Ligue, il y avait la Liga. Parce que la Première Ligue, pour moi, tu peux pas. Tu as les meilleurs entraîneurs en Première Ligue, tu as quasiment les meilleurs joueurs en Première Ligue. Et c'est un championnat qui est ultra compétitif. C'est vrai que là, aujourd'hui, la Liga, si elle redémarre, et que tu n'as plus Ronaldo et tu n'as plus Messi, évidemment qu'en termes d'attractivité, voilà, ça va être un peu léger. Maintenant, ça reste la Liga, c'est un championnat qui est suivi partout dans le monde. Je pense que peut-être cette année, ça va être compliqué parce qu'effectivement, c'est difficile de se remettre de la perte de Sergio Ramos, capitaine du Real, qui a passé, même si lui, il n'est pas formé au Real, hein, il était formé à Séville. Mais ça va être très, très dur, oui, je ne sais pas si en termes qu'on appelle ça, d'audience TV, il faudra qu'on surveille ça en Espagne pour voir si ça a gravement chuté. Je sais que, par exemple, des médias espagnols ont parlé sur les réseaux sociaux que le compte officiel du FC Barcelone avait perdu 200 000 followers depuis l'annonce du départ de Messi. Est-ce que ça va avoir aussi des conséquences sur les droits télé? Alors, je ne sais pas comment ça se négocie en Espagne, si c'est pareil, si c'est tous les 3-4 ans, etc. Est-ce qu'ils vont perdre un peu d'argent à ce niveau-là? Mais sportivement, en effet, ça va être très compliqué. Et quand on pense que, vous l'avez rappelé, on l'a rappelé tout à l'heure, que les contrats de Depay et Agüero, ils ne sont pas encore enregistrés. Et tout à l'heure, on a oublié aussi de citer De Jong, qui a coûté très cher, c'est un transfert à plus de 100 millions d'euros, avec un très, très gros salaire aussi pour un jeune joueur. Donc, tout ça fait qu'effectivement, pour la Liga, ça va être un peu compliqué. Et on voit que le Real Madrid, pour l'instant, Pérez a communiqué dans le sens où il n'y aurait peut-être pas d'arrivée parce que voilà, la situation économique, le Covid, etc. Tous les clubs cherchent à prendre des joueurs en fin de contrat, ce qu'on fait le Real avec Alaba, le Barça avec les joueurs qu'on vient de citer. Donc oui, en termes de visibilité, d'attractivité, la Liga, elle en prend un coup. Et c'est ça qui est paradoxal, parce que Javier Tebas, à l'époque, avait fustigé le PSG avec le départ de Neymar. Et tu as l'impression qu'aujourd'hui, la situation économique des clubs espagnols est tellement catastrophique qu'il était prêt aussi à faire aucune concession pour retenir Messi. Donc voilà, le Covid, ces 2 dernières saisons, ça a vraiment laissé des traces, ça va laisser des traces indélébiles, je pense. Je ne sais pas si Yacine, tu vas rajouter un mot là-dessus, mais c'est vrai qu'en plus de ça, il y a aussi maintenant, au-delà du clubisme, il y a beaucoup de fans qui adorent Messi plus que le Barça et qui donc aussi, ouais. vont suivre le prochain club de Lionel Messi. Voilà, ce sera peut-être le Paris Saint-Germain, mais ça joue aussi, Yacine, dans le fait que le Barça va perdre son pouvoir d'attractivité. Oui, notamment, bon, ça c'est plus pour les fans étrangers, on va dire, parce que ceux qui sont les Catalans, qui sont attachés au Barça, Messi, pas Messi, voilà, mais oui, sur les fans étrangers, sur la base de fans à l'étranger, c'est effectivement le cas. Moi, je pense qu'il y a juste un élément dont il faut tenir compte, c'est aussi le fait que Tebas, je pense qu'il n'a pas non plus beaucoup de marge de manœuvre par rapport aux dettes des clubs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sort d'une crise énorme pour les gens, et que aujourd'hui, si Tebas fait un cadeau au Barça avec 1 milliard de dettes, parce que vous savez ce qui s'est passé en Espagne depuis des années, il y a eu des effacements de dettes, bref. Et donc aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre de faire ça parce que je pense que les gens ne le comprendraient pas. Donc il y a ça aussi dont il faut tenir compte sur le fait que Tebas, il ne peut pas dire aujourd'hui, OK, vous avez 1 milliard de dettes, c'est pas grave, on continue, on va s'arranger après pour effacer vos dettes, de toute façon, il n'y a pas de problème. Si, il y a un grave problème, il y a une crise sanitaire, il y a une crise économique dans plein de pays, il y a des gens au chômage. Il y a ça aussi, et on est obligé d'en tenir compte. Et je pense que Tebas, il est parti dans l'idée, 1, sur l'économie, et 2, il l'avait répété plusieurs fois, en gros, le championnat espagnol, il sera toujours plus fort que tous ces joueurs-là. Voilà. C'est ce qu'il veut répéter. Maintenant, à lui de prouver qu'il est capable de continuer à faire vivre, entre guillemets, économiquement le championnat espagnol sans les grosses têtes d'affiche des 10 dernières années.
Vincent, tu veux réagir sur ce que disait Yacine? Oui, effectivement, effacer des dettes, c'est devenu compliqué. Le Real a pu le faire dans les années 90 grâce à la requalification de ces terrains d'entraînement en terrains constructibles, ce qui leur a permis de récupérer de l'argent et d'éponger une grosse part de dettes. Et après, ils ont été faire leur centre d'entraînement plus loin, là où les terrains étaient moins chers. Mais gardons à l'esprit que quand Berlusconi avait voulu effacer les dettes ou étaler les dettes sociales et fiscales du football italien sur 10 ans, la Commission européenne lui avait tiré l'oreille et le Salva Calcio a obligé les clubs d'éponger leurs dettes fiscales et sociales sur 5 ans. Voilà pourquoi, au début des années 2000, les clubs italiens ont laissé partir leurs grands talents. Et il sait, Tebas, que s'il accordait ce genre de dérogation au Barça, il risquerait de se faire rattraper par la patrouille. Donc, il est coincé par rapport à ça. L'autre sujet, c'est que les contrats télé et les contrats internationaux, notamment, sont pluriannuels, comme chez nous, et que le pari qui peut se faire, c'est de se dire, bon, laissons partir, mais permettons au club de se reconstruire rapidement. Il y a une belle génération, hein, on l'a vu parce qu'aux Jeux Olympiques, on était très vite obligé de regarder les autres nations que la France. Donc, on a vu qu'il y avait une belle génération au niveau de l'Euro et au niveau des Olympiques. Les Espagnols sortent des beaux joueurs. Hein. S'ils arrivent à récupérer dans un an un joueur comme Haaland, après on parlera, j'imagine, d'Mbappé quelque part, et ils pourront se dire à leur partenaire, bon, on a eu une mauvaise année parce que on a perdu Messi, mais on a préparé l'avenir. Gardons à l'esprit quand même qu'aujourd'hui, le football espagnol a quasiment autant de droits à l'international qu'au niveau domestique. Nous, on a 11 fois moins que les Espagnols en droits internationaux. Alors, imaginons quand même ceux qui ont les droits français, qui pourraient avoir, attendons de voir encore, mais Messi, Neymar et Mbappé, pour 250 millions d'euros pour Amazon. Je me rappelle d'une publicité qui disait « Pas assez cher, mon fils ». Oui, la Clio Baccarat. Ça date. Parce que Vincent, le chiffre des droits TV du championnat de France à l'international, c'est 83 millions d'euros, hein, c'est ça, hein? C'est ça, 11 fois moins que l'Espagne qui a 895. Ah là, c'est sûr que si tu as Messi qui arrive, ils peuvent avoir quelques regrets sur le prix, le montant des droits TV de la Ligue 1 à l'international. Mais juste par rapport à ça, ça peut être aussi, l'arrivée de Messi peut être aussi une sortie de crise de nos droits télé. Parce qu'on a le conflit entre la Ligue, beIN Sport et Canal, mais la valeur des deux matchs avec Messi en plus, ça vaut peut-être le coup d'enterrer la hache de guerre. On verra aussi dans les semaines à venir. Parce que là, ouais, vas-y, Moussa. Ouais, j'avais juste une question pour Vincent. Comment t'expliques, Vincent, que on sait aujourd'hui que Nasser Al-Khelaifi négocie pour Messi depuis ça fait pas 48 heures, hein, ça fait déjà quasiment tous les étés ils ont jeté un œil, mais 48 mois, ça fait 48 mois, je pense. Ouais, mais ça fait longtemps. Et déjà l'année dernière, sous Bartomeu, il était déjà revenu à la charge. Mais c'est étonnant que beIN Sport, tout en sachant qu'il y avait la possibilité de faire venir Messi, beIN Sport, dont le patron est aussi Nasser Al-Khelaifi, n'a pas voulu conserver les 2 matchs par semaine, en sachant que dans ces 2 matchs, il y aurait souvent le Paris Saint-Germain. Et moi, je trouve ça très étonnant que beIN est rentré dans une guerre avec Canal, alors que pour beIN Sport, c'est tout bénef de diffuser des matchs où tu auras probablement Mbappé, Messi et Neymar. C'est quand même incompréhensible, Vincent. Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet économique. Dans la relation entre beIN et Canal, il y a la sous-licence du lot 3, mais il y a aussi le contrat de distribution de beIN sur CanalSat. Donc, il y a des débats par rapport à cela. Il y a, je pense, aussi un sujet d'image et de fierté, dans le sens où c'est clair que le lot 3 est le reflet de la situation de marché de 2018, alors que les lots d'Amazon sont le reflet de la situation de marché de 2021. Et il y a un gros décalage.
Et quand on regarde les deux, évidemment que celui qui paye le lot 3 a le sentiment de se faire avoir et que je pense que beIN ne veut pas porter cette image-là. Alors après, il y a un jeu juridique où beIN était obligé d'attaquer la Ligue pour que Canal soit obligé d'assumer son contrat de sous-licence. Donc voilà ce qui se passe. Mais attendons de voir ce qui va se passer. Moi, je pense que la meilleure affaire qui est le coup du siècle, c'est celui d'Amazon, ça c'est clair. Maintenant, ce qui est frustrant, c'est que si Messi est là, avant le deal avec Amazon, on ne parle pas des mêmes montants. Bah, c'est sûr que 250 millions d'euros, c'est le prix de départ, hein. C'est le premier prix des enchères. Et je dirais même que si Messi avait été là avant, la Ligue aurait peut-être accepté de casser tous les contrats et de relancer l'appel d'offres sur tous les lots finalement. Ouais. Tu as raison, Yacine. Ça aurait pu se passer comme ça, effectivement. Et justement, donc on va en arriver là parce que à la fin de la conférence de presse, Joan Laporta a terminé par les questions autour de l'avenir de Lionel Messi et a évoqué une possible arrivée de l'Argentin au PSG. Donc je cite Laporta pour la fin de la conférence de presse. Je voulais qu'il reste. Maintenant qu'il ne reste pas, c'est son choix. Je le respecterai. Le PSG, je ne sais pas, mais je sais qu'il a d'autres options. Et voilà, dans ces options, évidemment, on le voit, ça s'est accéléré depuis l'annonce du départ de Messi. C'est le Paris Saint-Germain donc qui arrivera en pôle pour recruter Lionel Messi. J'aurais jamais cru dire cette phrase un jour, mais normalement, ça devrait arriver. Déjà, dans les informations qui sont tombées, on a une information qui est venue de la part de notre ami et qui travaille à Paris United, Clément Pernia, qui, d'après une source au Qatar qu'il a eue, lui a dit que le deal était quasi bouclé et qu'il n'y avait pas beaucoup de place au doute concernant l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Donc déjà, bravo Clément pour ton info. Il y a eu d'autres infos évidemment qui sont arrivées ces derniers jours pour un peu confirmer tout ça. Il y avait une info normalement de Mohamed Bouafsi qui disait que Lionel Messi avait choisi le Paris Saint-Germain, que les dernières discussions portaient sur un contrat de 2 ans plus une autre avec option. Le PSG essaye de boucler le deal dans le week-end. Le père de Lionel Messi doit rencontrer le PSG dans les prochaines heures. Le vestiaire parisien est heureux de la nouvelle. Et ce matin que j'ai repris une information du Mundo Deportivo en Espagne, donc à prendre avec des pincettes comme on veut, mais la présentation serait prévue mardi pour Lionel Messi. Son père sera à Paris ce samedi afin de boucler entre aujourd'hui et demain les derniers détails de sa venue au Paris Saint-Germain. Donc c'est confirmé un contrat de 2 ans plus 1 en option, avec une prime à la signature de 30 millions d'euros et un salaire annuel de 40 millions d'euros. Yacine, avant de parler de chiffres, etc., d'économie, déjà toi, en tant qu'observateur du football et supporter du Paris Saint-Germain, une question toute simple, comment tu as pris cette annonce du fait de l'accélération du dossier et du fait que Messi pourrait arriver au Paris Saint-Germain? C'est un fantasme, on en parle depuis je ne sais combien de saisons, comme Cristiano Ronaldo, mais là, de se dire que c'est réellement faisable, comment tu l'as pris, encaissé? Alors, là, on ne parle pas de sportif, hein. On parle que de Messi. Voilà, exactement. En fait, le truc, c'est que bon, j'ai 45 ans, donc je ne suis plus fan des joueurs comme je l'étais à 18 ou 20 ans ou à 15 ans. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et en fait, je me suis dit, finalement, qu'est-ce que ça représente Messi aujourd'hui pour quelqu'un qui aurait 20-30 ans? En fait, si on m'avait dit, quand j'avais une vingtaine d'années, Maradona va signer au PSG ou Ronaldo va signer au PSG, en fait, je me suis mis à cette place-là. Et finalement, c'est ça. Ronaldo, le Brésilien. Ouais, ouais. Ouais, bah oui, parce que l'autre, il joue encore. Et donc, voilà, je me suis dit, bah ouais, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'en 2011, il y a 10 ans pile, donc tout ce qu'il y avait avant, tu parlais je suis désolé de dire ça, mais O'Haro, Erding, même Néné, c'était une star. Et aujourd'hui, on te dit Messi. Donc, dire, j'ai pas envie de voir Messi au PSG, ça me fait ni chaud ni froid et je m'en fous, ce serait mentir. Voilà, c'est juste extraordinaire ce qui est devenu le PSG. Parce que là, aujourd'hui, on parle de moyens, mais il faut bien se rendre compte qu'au-delà des moyens, si Messi vient au PSG, c'est aussi que le PSG est devenu un club qui compte. Donc, voilà, c'est juste exceptionnel, que ce soit au PSG et donc en Ligue 1, en France, de pouvoir voir Messi toutes les semaines, même à 34 ans. Voilà. Après, il y aura d'autres débats autour, mais oui, c'est extraordinaire. Pour moi, ça représente la même chose que dans les années 90, quand Maradona était à 2 doigts de signer à Marseille. Voilà, ça a été la folie pendant 48 heures. Là, c'est pareil, sauf qu'apparemment, là, ça va aller au bout. Mousse, on avait vu il y a quelques jours sur Instagram une photo postée avec Messi accompagné des Parisiens encore en vacances, Neymar, Di Maria, Verratti et Paredes qui étaient en vacances tous à Mykonos. Est-ce que pour toi c'était annonciateur de quelque chose déjà? Parce que d'après les infos qu'on a maintenant, on sait que le vestiaire parisien est heureux et que Neymar a beaucoup poussé pour que Lionel Messi rejoigne le Paris Saint-Germain. Il était même prêt, on a vu, à lui donner son numéro 10
pour qu'il accepte de venir, mais apparemment Lionel Messi aurait refusé en bon prince. Toi aussi, comment tu as accueilli la nouvelle et des remontées que tu as eues, des infos que tu as eues aussi, toi? Alors, avant de te répondre, je voulais juste faire un rectificatif de ce que tu as dit sur l'info qui était sortie, puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le premier qui a vraiment été catégorique, ça a été Saber Defarge sur les réseaux. C'est lui vraiment le premier qui a donné les détails du contrat 2 années plus une en option. Donc voilà, salut Saber, j'espère que tu nous regarderas. Je te fais un petit coucou. Donc, même si moi, Ed Bouafsi, évidemment, très bien informé, a donné des infos, mais voilà, dans l'ordre chronologique, c'est vrai que c'est Saber Defarge qui l'a sorti. Oui, dis-moi. Non, je dis, on a tellement eu des infos qui sont tombées depuis 3 jours. J'ai Bien l'impression sûr. que tout le monde a des infos sur le plus gros dossier. Mais voilà, j'ai lu aussi les informations de Saber Defarge, évidemment, qui a toujours des très Avec autant de détails. C'est pour ça que je précise. Parce Ouais. que c'est vrai qu'après, si tu prends les Di Marzio, les Fabrizio Romano, tout ça, évidemment, ils sont très, très bien informés et ils en ont parlé. Voilà, ça, c'était juste pour rectifier. Alors, tu as parlé de Clément tout à l'heure. Alors, en fait, comment ça se passe dans un mercato? Parce que souvent, les gens disent, ah, mais comme par hasard, jeudi, il était prêt de signer à Barcelone et le lendemain, tous les journalistes sortent l'info, il va signer au PSG. Bah, quand en fait, tu apprends ce genre d'infos, la première chose que tu fais, et je pense que ça concerne toutes les rédactions et tous les journalistes, eh ben, tu essayes d'appeler tes sources, ton réseau pour savoir est-ce qu'il y a vraiment une chance pour que Messi rejoigne le Paris Saint-Germain. Alors, c'était pas un secret parce qu'on avait déjà posé, rappelez-vous, dans une interview avec Leonardo, il avait répondu qu'évidemment qu'un joueur comme Messi, le PSG, il suivait les grands joueurs, donc forcément, il jetait un œil sur sa situation. Donc, on savait déjà qu'il y avait un intérêt. Mais c'est vrai que depuis jeudi soir, après, chacun a appelé ses sources. Et c'est vrai que Clément, une très, très bonne source, Clément Pernia, il a une très, très bonne source au Qatar. Juste pour recontextualiser, en 2019, quand Leonardo arrive, revient au Paris Saint-Germain, on est les premiers sur Twitter à l'annoncer. Et c'est Clément Pernia qui avait réussi à avoir l'info, toujours avec son contact à Doha. Et je rappelle aussi qu'il a été l'auteur du dernier bouquin de Paris United, Clément Pernia, qu'on a coécrit ensemble, où on a interrogé beaucoup de monde au Qatar, qui nous avait donné pas mal de choses en exclusivité. Donc, ouais, c'était une très bonne info de la part de Clément, et je le remercie pour ça. Maintenant, comme Yacine, moi, j'ai le même âge que Yacine. Évidemment, moi, je suis pas une groupie, que ce soit de Neymar, de Mbappé, tout ça. Moi, enfin, je suis vraiment Yacine et moi sur ça, on est sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que nous, on supporte le club, on est très content quand les grands joueurs le rejoignent, mais quand ils veulent partir, qu'ils partent, et puis il y en aura d'autres qui vont les remplacer. Mais évidemment que je suis très content si ça se fait. On va rester quand même un peu prudent, hein, parce que tant que c'est pas signé, on ne sait jamais. Hein. Imaginons que David Beckham lui propose un contrat en or à Miami. Bah, soyons prudents quand même, hein, parce que vu leur début, vu leur saison à l'Inter Miami, je suis pas sûr qu'ils y soient, hein, parce qu'ils enchaînent défaite sur défaite. Hein. Pour l'instant, ça prend pas ça voulait prendre pour l'instant l'Inter Miami de David Beckham en MLS. Hein. Oui, puis je pense que Messi cherche un coach. Et puis je pense que Messi il a peut-être encore envie d'avoir un dernier challenge en Europe. Il a plus gagné la Ligue des Champions depuis 2015 et je pense que dans son esprit, la meilleure équipe dans laquelle tu peux la gagner, c'est le Paris Saint-Germain. Faut pas oublier aussi, tu t'as rappelé la photo avec Paredes, Di Maria notamment, ses coéquipiers en équipe d'Argentine. Donc moi, si ça se fait, évidemment, ça va être un coup de projecteur incroyable, non seulement sur le Paris Saint-Germain, mais sur la Ligue 1. Et je pense que même tous les coachs français, voilà, que ce soit le coach lyonnais, le coach marseillais, enfin tous les coachs vont être ravis. Bon, ils vont sans doute avoir peur de se prendre une branlée face au PSG avec une attaque pareille, mais je pense que même le joueur lambda de Ligue 1, il doit être totalement excité à l'idée de rencontrer une équipe, enfin de pouvoir rencontrer 2 fois dans la saison une équipe avec Mbappé, Neymar et Messi. Et maintenant, après, on en parlera après. Maintenant, ça va être un sacré mal de tête pour Mauricio Pochettino, si vraiment ça se fait, de pouvoir composer son 11. Je sais que c'est un sujet dont on va parler, mais voilà, moi, c'est là où je suis impatient de voir si ça se fait, comment le chef d'orchestre va mettre tout ça en musique. Et sinon, évidemment, je suis très, très excité, mais voilà, j'espère qu'on va réussir à trouver un équilibre s'il vient et que ça ne va pas être non plus les Harlem Globetrotters, parce que et je termine là-dessus, on a déjà une très, très mauvaise image due au Qatar, l'argent, etc. Beaucoup de clubs en Europe, si Messi signe, on va avoir encore tous les présidents monter au front, se plaindre du PSG, reparler du fair play financier, etc.
voilà, il faut maintenant aussi un vrai projet sportif autour des joueurs qui composent cette équipe et pas seulement, tu vois, additionner Neymar, Messi, Wijnaldum, etc. Justement, moi, je viens de parler du fair play financier parce que c'était l'objet de ma prochaine question pour Vincent. C'est Ah, comment. Bah, il a quitté la conversation. Bon, il n'a pas voulu parler du sujet. Voilà. j'ai dû dire une bêtise, ça l'a choqué. Il est Ça y parti. est, Vincent, il a pris ses clics et ses claques et puis il est parti. Non, bah, on Ah, il attend. va revenir, je pense. Il Attends, va juste, revenir. tiens, en attendant 2 secondes. Vas-y, Yacine. Juste une précision parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites depuis un an et là, ça revient avec ceux qui disent ah ouais, vous l'aviez annoncé soi-disant, vous savez tout alors qu'il était à 2 doigts de prolonger au Barça, etc. Juste une chose. Oui, il y a eu des discussions au PSG qui ont été très avancées en décembre. Je rappelle qu'en décembre, c'est Bartomeu le président, que Messi ne s'entend pas avec Bartomeu et que à ce moment-là, rappelez-vous que 6 mois avant, il pose sa lettre justement en retard pour quitter le Barça gratuit. Donc il est déjà prêt à quitter le Barça à ce moment-là que les discussions, elles ont été très avancées, que réellement, et vous pouvez reprendre le podcast du mois de décembre qu'on avait fait, moi je l'avais dit à Mousse et tout, pour moi c'était le dernier coup de Leonardo avant l'été, c'était son gros coup avant de partir du club, en tout cas c'était les infos que j'avais. Je ne me défends pas, j'explique juste le mécanisme. Et pourquoi c'est allé aussi vite? Parce que finalement, le contrat de décembre, il existait déjà en fait, puisque les discussions étaient très avancées. Donc en fait, tu es parti d'une base, pas où je prends contact avec Messi et je lui demande ce qu'il veut, tu es parti du contrat de décembre en te disant, voilà ce qu'on t'avait proposé, on reste là-dessus, est-ce qu'il y a des discussions? Et après, on va mener. Donc oui, ça met 48 heures, parce qu'il y a déjà une très grosse base de travail. Et oui, Messi en décembre était déjà très près du PSG. Il y a Oui, eu parce les... qu'il faut se rappeler que Bartomeu, à l'époque, ne comptait pas, tu sais, il comptait pas démissionner, il voulait pas Voilà. partir, il était confiant pour sa réélection, etc. Et que, avec le départ de Suarez, c'était la petite goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. On rappelle aussi que sportivement, le Barça s'est pris des humiliations à la Ligue des Champions, et notamment le revers face au Bayern Munich. Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer aussi qu'aujourd'hui, Messi, il claque la porte parce que voilà, il s'est senti un peu trahi par sa direction, non seulement sur le projet sportif, mais aussi sur le projet à long terme du FC Barcelone et aussi les mercatos foirés qu'ils ont fait successivement après le départ de Neymar. Et puis les informations qui venaient aussi, et je te laisserai compléter, Yacine, c'est que Lionel Messi n'était pas forcément heureux du casting et de l'équipe que préparait le FC Barcelone. Et puis aussi pourquoi ça s'est accéléré, c'est parce que quand tu n'as plus les négociations entre club et que le joueur est libre, ça va quand même beaucoup plus vite pour négocier et pour préparer un contrat. Donc c'est pour ça que ça accélère aussi vite et que je pense qu'il y a autant d'informations positives à l'arrivée de Messi au Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr. Mais juste, en fait, quand je dis ça, c'est que ceux qui ont annoncé Messi au PSG en décembre, ils disaient pas n'importe quoi. Tu vois, c'est aujourd'hui, c'est le problème de tout ce mélange mercato, réseaux sociaux et tout, c'est que chacun essaie de défendre son truc. Ceux qui ont annoncé Messi au PSG en décembre, ils disaient pas n'importe quoi. Sauf qu'on était à 6 mois de la fin de son contrat, etc., qu'il peut se passer plein de choses. La preuve, oui, effectivement, il a été à 2 doigts de prolonger au Barça, si la Ligue avait accepté, etc. Voilà, c'était juste pour recontextualiser parce que le mercato, c'est pas aussi simple que j'ai une info, il va signer, il va pas signer. La preuve, Wijnaldum, il était quand même à 2 doigts de signer au Barça aussi, et il a finalement choisi le PSG à la fin, parce que le mercato, c'est ça, quoi. Donc, voilà. En fait, sur les réseaux, juste pour compléter, c'est devenu un peu une mode, en fait, tu vois, d'essayer, enfin, je dis pas d'essayer, il y a sans doute des gens qui ont des infos, hein, il y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est un peu la course à celui, tu vois, qui va donner l'info en premier, et puis qui va dire oui, c'est moi qui l'ai donné en premier, je suis bien informé, etc. Ouais. Machin. Mais c'est vrai que le mercato, c'est beaucoup de travail, il faut de la patience, avant de donner l'information, il faut vraiment tout recouper, tu peux pas jeter la pièce en l'air et dire Messi sera parisien et t'attends et après revenir une fois qu'il a signé et dire ah bah vous voyez je vous l'avais dit. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et encore une fois, à partir de jeudi, une fois qu'on a eu tous l'information que Messi ne prolongerait pas, évidemment qu'on est tous revenus en arrière. Comme tu l'as dit, en mois de décembre, on savait qu'il y avait des contacts, qu'il y avait même une proposition de contrat, etc. Après, tu n'as plus qu'à essayer de compléter. Moi, j'ai eu des gens en interne au PSG, et c'est pour ça qu'on avait mis un tweet hier, qui m'ont confirmé évidemment qu'il y avait des discussions. Et moi, j'ai posé la question si c'était indépendant d'Mbappé. Moi, on m'a dit non, Mbappé, il n'est pas question qu'il parte. Donc, de toute façon, oui, on essaye de faire Messi, mais les deux dossiers ne sont pas liés. Maintenant, ça, c'est le point de vue du PSG. Est-ce que chez Mbappé, lui, il voit les choses autrement et peut-être que lui, il ne voit pas ça d'un bon oeil d'avoir Messi et Neymar dans la même équipe. C'est de la supputation, hein, ce n'est pas une information. Je ne sais pas, ça se trouve, c'est tout à fait le contraire. Mais maintenant, la balle, elle est dans son camp.
si vraiment il ne veut pas prolonger et si même il veut quitter le PSG cet été, est-ce que le PSG n'a pas intérêt à négocier pour faire de la place à Messi? Enfin, chacun s'y retrouve. Mbappé va au Real, il est content. Le PSG récupère beaucoup d'argent, ça peut financer le contrat de Messi. Et tu peux même encore compléter ton effectif. On sait que du côté gauche, par exemple, et même du côté droit, des latéraux, on n'a pas des remplaçants super fiables. Donc voilà, c'est pour ça que jusqu'au 31 août, il peut se passer encore plein de choses. Et justement, Mousse, peut-être envoie un petit message à Vincent pour savoir s'il est au téléphone ou s'il va revenir, ou je ne sais pas, pour savoir, parce que j'avais une question quand même assez intéressante. Ouais, je suis Comment quasiment persuadé qu'il a reçu un coup de fil, comme ça m'arrive toujours. Donc, je vais vous laisser 2 minutes, je l'appelle et puis je reviens. Ouais, comme ça, nous, on va continuer tranquillement tous les deux avec toi, Yacine. Parce que c'est vrai que là, en plus, Yacine, avec un transfert, avec un salaire estimé de 40 millions annuels, plus une possiblement prime à la signature de 30 millions, ça met fin au dossier Paul Pogba. On est d'accord que de toute façon, le Paris Saint-Germain, en plus, peut-être pour aménager le transfert de Messi, va devoir vendre des joueurs, mais plus rapidement que prévu encore. Ouais, en fait, mais ce mercato, il est fou parce que on dit un peu tout et son contraire. On a l'impression qu'économiquement, c'est compliqué. Puis finalement, on te sort des trucs avec des recrues. Voilà. Donc, ouais, être catégorique, je sais pas. Après, effectivement, vu comme ça, on se dit que c'est le dernier gros coup et que désormais, il va falloir vendre. De toute façon, le PSG va devoir vendre parce que, honnêtement, c'est pas possible d'avoir un groupe avec autant de joueurs. Je pense, bon, économiquement, apparemment, mais en tout cas, même sportivement, c'est Même pas possible. pour Pochettino, c'est compliqué de gérer un groupe avec autant de stars. Ah, franchement, autant tu te dis, ouais, tu as envie d'entraîner une équipe avec des super joueurs, autant quand il y en a. Je crois qu'à un moment donné, quand il y en a trop comme ça devient très compliqué, voire ingérable. Sportivement, c'est clair et net. Euh, Maintenant, de toute façon, c'est sûr que la prochaine étape, avant, parce qu'on est. Là, il reste à peu près 3 semaines de mercato, euh, avant d'aller plus loin, si Messi, ça se fait rapidement là, oui, effectivement, je pense que la prochaine étape, ça va être quand même de vendre au moins 3 joueurs avant d'envisager peut-être une dernière recrue si réellement c'est l'objectif du club. Mais tu vas pas pouvoir faire une recrue encore sans vendre et te retrouver avec un groupe de 30 joueurs avec 8 millions de salaire de minimum, quoi. C'est pas possible. Bon, alors, Mousse, est-ce que tu as des infos sur Vincent? Alors oui, il m'a envoyé un message pour dire qu'il a un problème de batterie et de réseau en même temps. Donc, il m'a dit que ça risque d'être un peu compliqué, mais qu'il essaye de revenir. Donc, écoute, on va Ouais. voir si ça va être possible qu'il revienne. Écoute, en Ouais, attendant, ouais. avant de, parce que je voulais parler avec lui d'un point de vue économique sur comment Paris pouvait se payer Messi avec un tel salaire sans crainte de fair play financier. Je pense qu'on gardera cette question pour Vincent qui nous éclairera évidemment sur le sujet. On peut continuer sur. Je parlais avec Yacine du fait que Mousse, le Paris Saint-Germain, allait être dans l'obligation d'accélérer les ventes Ah pour oui. financer un tel transfert et surtout que ça mettait fin au dossier Paul Pogba, puisque là, le Paris Saint-Germain ne peut pas être sur tous les fronts. Alors en plus, Yacine nous disait, il y a des manques aussi à certains postes. On parle du poste d'arrière-gauche dont on a souvent parlé dans le podcast. Mais l'arrivée de Lionel Messi bouscule un peu, parce que ça, évidemment, c'était pas prévu dans le mercato de Leonardo et de Nasser Al-Khelaifi à Doha d'avoir un tel chamboulement. Ah, alors, Il est de retour. Ce Vincent, qu'il a, tu m'entends? ce qu'il a- Bon, alors, en attendant que Vincent nous rejoigne totalement pour la vidéo, Mousse, je te laisse répondre à la question. Ouais, de toute façon, il était déjà clair qu'avant même les négociations avec le clan Messi, il fallait déjà vendre. Ça, tu peux pas, ne serait-ce que déjà, sans parler du problème économique, ne serait-ce que pour la paix du vestiaire. Si tu as trop de joueurs sous contrat et des joueurs à peu près de niveau équivalent, tu sais, je pense surtout à des Herrera, Paredes, Danilo, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est des joueurs qui ont des gros salaires aussi. Là, tu as fait venir Wijnaldum, Ramos, Hakimi, Donnarumma. Quand on connaît le salaire de Donnarumma, qui doit être pas loin de celui de Ramos, c'est-à-dire qu'il dépasse les 10 millions d'euros annuels, c'est très très compliqué. Là, encore plus, parce qu'on parle d'un contrat, d'un salaire pour Messi entre 35 et 40 millions d'euros par saison. Tu as déjà Neymar qui a 30 millions. Alors, ça voudrait dire déjà que Neymar a accepté d'être en dessous, financièrement, d'être en dessous de Messi. Mais est-ce que Mbappé, lui, qui a vraiment porté le PSG cette saison, est-ce que lui aussi, tu vois, ça va pas l'encourager à finalement se dire, bon, bah, moi, je suis là depuis 3 ans, je porte le club toutes les saisons parce que je suis fiable physiquement, je suis pas blessé, je suis toujours, il met toujours un nombre de buts impressionnant. Est-ce que ça va pas aussi, parce qu'on sait que le footballeur, il y a beaucoup de questions d'ego
Et on sait que le problème des salaires dans un vestiaire, ça engendre beaucoup de discussions, de jalousie, etc. Donc oui, le PSG a intérêt à vendre et en premier lieu se séparer des très gros salaires. Et là, je pense tout de suite à Mauro Icardi. Ça va être très très compliqué de l'évacuer parce qu'il y a peu de clubs qui le demandent, parce qu'il a un salaire énorme et que ça se trouve, ça se finira en prêt, mais avec la prise en charge, je ne sais pas moi, de 50 ou 60% du salaire de la part du PSG, ce qui sera déjà beaucoup encore. Sans parler des Sarabia, Rafinha, peut-être Danilo Pereira, il y a Sergio Rico, auquel il faut qu'on trouve une porte de sortie. Alors moi, on m'a parlé récemment, mais faut encore je commence à creuser. On m'a dit que Valence se renseigne aussi pour pouvoir essayer de le récupérer, mais ils ne peuvent pas l'acheter, donc ça serait un prêt sans option d'achat. On va essayer de continuer de creuser sur la piste Valence, mais le PSG n'a pas d'autre choix, parce que là, même s'il y a un allègement du fair play financier, le problème va se poser la saison prochaine, les saisons suivantes, et tu peux pas. Le problème de Barcelone, on en a parlé tout à l'heure, c'était la masse salariale. Il faudrait pas. Alors, c'est pas les mêmes conditions parce qu'on a un actionnaire qui est très puissant, mais tout de même, il faudrait pas non plus exploser cette masse salariale parce que ça va te revenir à la gueule si les résultats ils suivent pas. Tu vois, si cette année tu te fais éliminer en huitième de finale de la Ligue des Champions, vous savez très bien comment ça va se passer. Ah, vous avez Neymar, vous avez Messi, vous avez Mbappé, vous avez tout ça, et vous n'êtes pas capable de passer le huitième. L'argent ne fait pas tout. Et l'argument va revenir à chaque fois. Et justement, tu fais bien de dire ça parce que c'était ma prochaine question pour Yacine. C'est vrai que là, Yacine, on sait que l'Acer, par son interview à l'équipe en disant on va recruter beaucoup pour ce mercato d'été parce que Paris veut gagner avec des champions très rapidement et capitaliser sur ce qu'ils ont fait sur les 2 dernières saisons avec des champions. Là, tu recrutes Messi. Alors, je sais bien que l'alignement de noms ne fait pas une équipe. Hein. C'est pas ça qui fabrique un collectif et qui produit un fond de jeu. Et tu as quand même Ramos en défense. Tu as le meilleur gardien de l'Euro. Au poste de gardien de but avec Keylor Navas qui a été extraordinaire la saison dernière. Tu as devant Messi, Neymar, Mbappé s'y reste, avec bien complété évidemment par la rentrée, les arrivées d'Hakimi, Wijnaldum, Verratti, etc., Di Maria encore. Si tu échoues pour cette Ligue des Champions, il va y avoir une pluie de critiques. On est habitué au Paris Saint-Germain, mais là, je pense que ce sera plus que d'habitude. Mais en fait, c'est là le problème de la politique sportive ou quand tu fais des stars comme ça, c'est que finalement, tu n'as plus de marge. Moi, je me mets à la place de Pochettino, franchement. Alors, encore une fois, c'est un régal et je vais évidemment préférer entraîner Messi qu'un joueur de Ligue 2 ou national. Et voilà, c'est tout. Mais il va falloir faire des choix avec déjà des joueurs qui ont des statuts. C'est-à-dire que tu as pratiquement déjà 3 joueurs offensifs que tu es obligé d'aligner. Donc déjà, tu ne fais même pas un 11. Toi, tu fais le choix sur 7 joueurs. Après, il faut gérer les égos. Il faut gérer les statuts des autres parce que, par exemple, Di Maria, qui a quand même été avec des hauts et des bas, mais qui a été un des meilleurs joueurs du PSG sur les dernières saisons, qu'est-ce que tu en fais? Quand est-ce que tu le fais jouer? Est-ce qu'il va se contenter des matchs de Ligue 1? Donc ça, déjà, c'est la gestion du vestiaire. Et ensuite, tu as la gestion médiatique. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte d'une chose. C'est que quand tu as Di Maria, Neymar, Icardi, Mbappé, Messi, offensivement, qu'au milieu, tu as donc du Draxler, du Wijnaldum, du Gay Verratti, Paredes, voire Herrera, que tu as Hakimi sur le côté droit. Mais en fait, aujourd'hui, déjà un match nul avant, c'était une contre-performance. Mais aujourd'hui, non, mais tu vas faire match nul à Montpellier ou à Brest. Mais c'est la catastrophe. C'est-à-dire que les gens ne comprendraient même pas. Et la dernière chose, c'est tout ce qu'on a dit sur la préparation, sur depuis que Pochettino est là et qu'il demandait du temps. D'ailleurs, Pochettino, je remarque un truc, c'est que sur sa conférence de presse là, il a demandé du temps de janvier à juin. Et là, il a redemandé du temps en attendant que les joueurs soient tous là. Sinon, il va falloir à un moment donné quand même que te mettre au boulot. C'est bien beau le temps, mais moi, je veux bien. Mais là, tu as commencé, bref. Et donc là, il va falloir gagner. Ça, c'est le minimum. Et il va falloir gagner en produisant quelque chose. Avec la manière. Voilà. Et 5 buts par match. C'est un peu ça qu'on va nous demander en fait à chaque match. On va vouloir que le Paris Saint-Germain gagne 5-0, sinon ce sera une contre-performance. Voilà. Et en fait, tout ça, mélangé, honnêtement, même si encore une fois, Pochettino est très bien, il gagne très bien sa vie, c'est magnifique, il entraîne le PSG avec un effectif de ouf. Franchement, voilà, c'est quand même, il faut un peu se mettre à sa place. C'est quand même compliqué. Voilà. Qu'est-ce que tu vas expliquer quand tu vas aller au premier match de Ligue des Champions à Di Maria, Icardi, quand tu vas avoir un banc avec Di Maria, Icardi, Sarabia, Draxler. Il n'y a que des internationaux.
Et tu vas leur dire, bah, vous jouez pas. Parce que déjà, devant vous, c'est la folie, quoi. Donc, En fait, je pense qu'Yacine, il y aura deux cas de figure. Alors, je fais une parenthèse. Hein. Vincent, vraiment, il s'excuse. Il a un gros problème avec sa tablette. La batterie l'a lâché, plus le réseau qui n'est pas terrible apparemment. Donc, il s'excuse. Il ne pourra pas revenir, mais on essaiera de l'avoir encore prochainement pour reparler. Sans doute, une fois que ce sera officiel, Vincent Chaudal reviendra avec nous et on le remercie. Je disais, et il peut aussi y avoir le cas des joueurs qui se disent: ah non, moi, je ne vais pas partir du PSG aujourd'hui. Alors qu'il y a Messi qui arrive, tu as Ramos, tu as Donnarumma, tu vois, ça aussi. Et tu vois, il y a des joueurs, et je soupçonne un mec comme Draxler, désolé Hugo, mais je pense que lui, il est dans cet état d'esprit. Il a un très bon salaire, il vit à Paris, il a prolongé de 4 ans. Bon, voilà, la vie est belle, quoi, tu vois. Tranquille, Kehrer. Kehrer, pareil. Kehrer, on a Kehrer, refusé le Bayer Leverkusen. en plus, Kehrer, lui, il peut même se dire, il n'y a pas vraiment, parce que là, il n'y a pas de doublure à Marquinhos en axe droit et même en latéral droit. Et maintenant que tu n'as que Hakimi, et on sait que Dagba, c'est un peu léger, Kehrer, il peut se dire, voilà, si l'un se blesse, l'autre il en met forme, j'aurai quand même du temps de jeu. Tu vois, et moi, je pense qu'il en aura du temps de jeu cette saison, tu vois. Donc, ouais, le plus dur, ça va être de les faire partir. Et là, on peut féliciter Leonardo côté arrivée, parce qu'il a fait de très très bonnes recrues. Mais s'il n'arrive pas j'allais dire se débarrasser, c'est pas un mot que j'aime bien, mais à vendre les joueurs dont il ne veut plus, voilà, il faudra aussi le juger aussi sur ça. Et ça, c'est très très important pour l'équilibre financier du PSG et je le répète, pour l'équilibre du vestiaire. Yacine, question maintenant d'un point de vue plus sportif. Messi, imaginons, bon, même si c'est bien parti, Messi signe au Paris Saint-Germain. Tous les joueurs sont disponibles, même si ce n'est pas souvent le cas au Paris Saint-Germain. Comment tu le fais jouer? Est-ce que tu le mets? On sait qu'il a joué plusieurs postes avec le FC Barcelone. Et maintenant, on sait que Messi court beaucoup moins qu'avant et que bon, même s'il n'a jamais fait des kilomètres sur un terrain. Et maintenant, dans le schéma de jeu que veut mettre en place Pochettino, même avec une défense à 3, enfin, tu vas nous en parler, comment le faire jouer? Quel poste pour toi par rapport aux forces en présence auquel le poste serait le mieux pour Lionel Messi? Et je rappelle donc tout à l'heure que voilà, Lionel Messi, il a beau avoir 34 ans, et je sais qu'en France, on a du mal avec les gens et les joueurs âgés de plus de 30 ans, mais l'année dernière, c'est 30 buts et 9 passes décisives en 35 matchs de Liga, et c'est 6 buts en Ligue des Champions, il me semble. Donc on parle d'un joueur encore compétitif, évidemment. Bah, en fait, je pense il y a deux choses. La première, on va rapidement sur les postes parce que ça ne va pas être le plus important. Évidemment que là, aujourd'hui, tu le mettrais plutôt côté droit avec Mbappé dans l'axe et Neymar à gauche. Maintenant, je pense que de toute façon, ça dépendra du contexte. À savoir que en championnat, contre une équipe un peu plus faible, est-ce que tu peux jouer avec les quatre devant, Di Maria, Messi derrière Mbappé et Neymar à gauche, avec seulement deux milieux. Voilà, ça, je pense qu'il y a une question d'adversaire, de contexte. Si tu as 10 points d'avance en championnat, peut-être que tu peux, voilà, si tu as la lutte. En Ligue des Champions, c'est pareil, c'est-à-dire que la phase de poule, suivant les adversaires que tu auras, chapeau 1, chapeau 2, chapeau. Enfin, non, chapeau 1, chapeau 3 et 4 plutôt, parce que Paris sera dans le 2 cette année. Tu vas pouvoir t'adapter. Le cinquième et sixième match, si tu n'as rien à faire. Bref, je pense qu'à la base, il partira côté droit, mais il peut souvent se retrouver dans l'axe, derrière un attaquant. Juste une question, Yacine. Barcelone, ils sont chapeau 2 ou 3, eux? Barcelone, chapeau 2 aussi. Donc parce que c'est normalement, on ne se rencontre pas. Alors, voilà, donc du coup, on ne se rencontre pas normalement en phase de poule. Ce sera pour les huitièmes de finale. Il y a une question d'équilibre aussi à gérer pour Pochettino, parce que si on joue avec deux milieux de terrain, mais qu'il y a tous des joueurs devant qui ne font pas les efforts défensifs, c'est pas. Alors voilà, c'est pour ça que j'allais te dire. En fait, le truc donc global des positions avec deux milieux de terrain, ça dépendra du contexte. Voilà, certains matchs en Ligue 1, je pense qu'au parc, tu peux te permettre de jouer. Voilà. Maintenant, je pense moi que c'est plus ce que va mettre en place sur le terrain Pochettino dans l'animation. Et pour moi aujourd'hui, avec cette équipe, je répète ce que je dis depuis le début. Mbappé, il défend quand il a envie et pas souvent. Messi, il ne défend pas. Barcelone, voilà, c'est simple. Ça, on le sait de toute façon. Voilà. Et Neymar, il défend pas dans les petits matchs. Et dans les gros matchs, il est plutôt là. Même si l'année dernière, ça a été un peu plus compliqué. Mais sur les 3 années avant, dans les gros matchs, il a toujours fait le travail. Moi, je pense qu'il y a une chose essentielle, c'est qu'en fait, le PSG va être dans l'obligation de défendre le contre-pressing très haut. Parce qu'en fait, si tu as 2 ou 3 joueurs qui ne défendent pas vraiment, et que ton milieu, c'est Verratti, Wijnaldum, par exemple, en fait, tu ne pourras pas être en défense, entre guillemets, placé, donc contre une équipe qui vient de dominer et subir des vagues. Ce ne sera pas possible. Donc,
Le seul moyen pour le PSG de s'en sortir avec ces trois-là, c'est de leur dire, bon les gars, ok, vous n'avez pas envie de défendre, on sait que ce n'est pas votre truc. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de jouer très haut. Et dès la perte de balle, de rester là-haut et de presser. Et vous, au moins, de faire les petites courses pour aller gêner les premières relances et éviter que les adversaires sortent de cette première ligne. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que déjà, un joueur qui ne défend pas, c'est compliqué. Deux, on l'a vu avec le PSG, sur certains matchs, c'est très compliqué. Alors, 3 plus 2 milieux qui ne sont pas des vrais milieux défensifs, entre guillemets, voilà, c'est juste pas possible. Donc, en fait, pour moi, la seule stratégie viable, c'est de rester là-haut et de contre-presser, comme le faisait le Barça à l'époque enfin, le grand Barça, là, des 3-4 ans, entre 2011 et 2015, avec notamment Messi et Neymar, puis les dernières années. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, en fait. Et Mousse, mais c'est vrai que tu avais quand même l'arrivée de joueurs comme Sergio Ramos, bon, quand il reviendra de blessure, mais qui sont là justement pour aussi, on a dit souvent dans les gros matchs, le Paris Saint-Germain a une déficience, on va dire, mentale et lâcher un peu, et surtout, il n'y avait pas de leader vraiment pour rebooster les joueurs, leur dire, les gars, maintenant, ça suffit, il faut défendre, il faut arrêter de rêvasser, etc., il faut aider les collectifs. Tu as des joueurs comme Ramos, et aussi, Lionel Messi, il a quand même un impact. Certes, lui, il ne fait pas beaucoup, il court pas beaucoup sur le terrain, mais il a un impact sur les joueurs qui sont à côté de lui. Et il peut dire, enfin, il peut aussi, Neymar peut peut-être se sublimer d'un point de vue retour, effort défensif, ou même Mbappé, en présence d'un joueur comme Lionel Messi sur le terrain et avec lui dans ton 11. Ah, mais j'ai un peu d'espoir là-dessus. Je suis convaincu que ça va être ça. Je suis un peu plus optimiste que Yacine. Alors, c'est vrai, tu as raison, Yacine. Hein, quand tu prends les dernières saisons de Messi en termes de course, d'intensité, etc., il en mettait quasiment plus. On l'a même vu au Camp Nou lors de leur défaite face au PSG. On le voyait marcher. Il était en train de se prendre des vagues et il n'avait pas l'air d'être concerné. Presque absent. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'était pas lié justement à sa condition de joueur de Barcelone, où il était un peu malheureux, où il avait perdu Suarez? Enfin, pareil, puis il y a eu les défaites avant, il y a eu la remontada, parce que les remontadas, ils en ont subi aussi contre Rome. Tu as eu le 8-1 au Bayern Munich. Est-ce que là, et Liverpool. Liverpool, oui, évidemment, Liverpool au match retour. Est-ce que là, le fait de retrouver quand même des véritables amis, parce qu'on sait qu'il est très proche de Di Maria, on sait qu'il s'entend très bien avec Paredes, Neymar, j'en parle pas, et le fait aussi d'être aligné avec un joueur comme Mbappé, ça peut aussi valoriser Messi. Donc c'est pour ça que je me dis que Messi, c'est un nouveau challenge. Peut-être que tu vas retrouver le Messi d'il y a quelques années. Alors il fera peut-être pas autant de courses qu'il en faisait avant 2015, mais je pense quand même qu'on verra un autre visage. Et pareil, je suis d'accord avec toi, Hugo. Je pense que Neymar, déjà, si en termes de salaire, il accepte d'être payé moins juste pour pouvoir rejouer avec Messi, moi, je trouve déjà ça veut dire quelque chose. Donc, je pense que ça peut redevenir le lieutenant de Messi, mais dans le bon sens du terme, en faisant les efforts et en retrouvant le jeu qu'il a apprécié avec Messi à Barcelone. Il n'y aura pas Luis Suarez, mais on imagine qu'Mbappé jouera le rôle de Suarez. Je ne parle pas sur le terrain, mais pour compléter le trio. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Alors évidemment, on met toujours des pincettes. Hein. Il n'a pas encore signé et on espère qu'il le fera. Mais moi, je suis optimiste sur le fait que Messi va changer d'attitude, Neymar va changer d'attitude. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont essayer de monter autre chose aussi. Maintenant, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Je pense à un joueur, par exemple, comme Paredes, qui a dû quand même jouer sur le fait que Messi vienne, parce que je pense qu'aussi, il a fait partie des joueurs comme Neymar et Di Maria qui ont tout fait pour le convaincre de les rejoindre au PSG. Donc, forcément, avec la vue de Messi, ça fera des malheureux. Mais moi, je pense que ça peut changer un peu l'état d'esprit d'un Neymar, et Messi, je pense que pareil, il va s'adapter. Puis, il a un coach qui est argentin, ils se connaissent, ils ont l'air de s'apprécier aussi. Donc, voilà, ça peut changer la donne. Puis Messi, il n'arrive pas dans un collectif. Voilà, tu disais, il a des amis, mais aussi des partenaires. Il a gagné la dernière Copa América avec Di Maria, avec Paredes, il a joué avec Neymar. Donc, il n'arrive pas avec des repères. Enfin, évidemment qu'il y aura des repères à trouver avec toute l'équipe, mais il aura déjà des affinités sur le terrain technique avec certains joueurs du 11 de Paris Saint-Germain. Yacine, vas-y, je te laisse. En fait, pour terminer là-dessus, même si Pochettino est plutôt partisan de la défense à 4, etc., je pense qu'avec le contexte de tout ça, on va plus se rapprocher de la défense à 3, parce que la défense à 3, elle te permet de bien défendre dans le dos des latéraux, parce qu'ils vont être très offensifs si Bernat revient à un bon niveau, et que
avec 3 défenseurs centraux, c'est aussi le système qui te permet d'avoir 2 milieux plus joueurs, avec de l'activité et tout, mais plus joueurs que costauds, parce que tu as justement cette assise derrière avec tes 3 centraux. En plus, tu récupères quand même Ramos, et si Ramos est absent, Marquinhos, qui peut jouer dans l'axe et qui ont une qualité de relance aussi. Ce qu'on demande, par exemple, des fois aussi, c'est de venir entre les deux. Bah là, tu n'as pas besoin parce que tu as ce joueur-là qui va te permettre de relancer tout de suite. Donc, j'ai l'impression, moi aussi, que par rapport à tout ça, on va quand même plus s'orienter vers une défense à 3 régulièrement, par rapport au profil des joueurs et tout, que rester sur le fameux 4-2-3-1 qu'a voulu mettre en place Pochettino. C'est là qu'on est content de l'arrivée de Ramos au final. Hein. Voilà. Mousse pour Aussi. conclure. Ouais, juste pour conclure, après, il ne faut pas oublier que je pense que même s'il signe rapidement Messi, on n'est pas prêt de le voir sur le terrain. Je rappelle que depuis la finale de la Copa América, il n'a fait aucune préparation. Du coup, il n'a pas repris avec Barcelone parce son contrat était terminé. Ça voudra dire que si, imaginons que les informations des médias espagnols, il signerait cette semaine, et là, Yacine en parlera mieux que moi, mais il lui faudra combien de temps pour refouler les pelouses avec une préparation sérieuse? On sait que lui aussi, il a un physique fragile. Donc, Pochettino a demandé du temps, mais déjà qu'avec tous les retours, parce que là, ils sont tous revenus hier, Marquinhos, Di Maria, Neymar, etc. Pour eux, il faudra au minimum, je dis bien, c'est le minimum 2 semaines, voire 3 semaines. On l'a dit, à la fin du mois, il y a des rencontres internationales. Ça va être compliqué hein, pour Pochettino de préparer son équipe. Alors, il aura à disposition Messi pour faire la préparation pendant 3 semaines. Mais physiquement, ça va être dur et je pense qu'il va falloir patienter avant de voir tout ce monde jouer ensemble. Moi, je ne vois pas Messi revenir avant fin août, début septembre, si jamais il signe au PSG, ses premiers pas sur le terrain. Et Neymar, je pense, voilà, il va falloir au moins un minimum pareil, 2-3 semaines. Alors, on a vu des photos de lui. Est-ce qu'il est gros, pas gros? Est-ce qu'il a pris, est-ce qu'il n'a pas pris? Il était en vacances, il a le droit de s'amuser un peu. J'espère qu'il reviendra assez vite. Mais je pense qu'il va falloir quand même un sacré bout de temps pour voir tout ce beau monde, en tout cas pour voir l'équipe type de Pochettino du PSG de cette saison. Ouais, alors, juste pour finir sur ce qu'a dit Mousse, évidemment, je suis d'accord à 100%. Sur Neymar, vite fait, on a affaire quand même à des sportifs de très haut niveau et notamment à des joueurs qui sont suivis. Ça veut dire que le problème de Neymar, c'est juste s'il a envie. S'il a envie, avec un peu de nourriture et du travail, dans 10 jours, son corps, il n'y a pas de problème. Hein. On n'est pas en train de parler d'un mec de 43 ans qui vit pas du football. Enfin bref. Donc, déjà, ça, pour moi, je n'ai pas de souci là-dessus. S'il a envie, en tout cas. Juste sur le calendrier, donc, là, il y a le match à 3, puis Paris reçoit Strasbourg. Ensuite, le week-end d'après, ils vont à Brest et le week-end d'après, ils vont à Reims. Il y a 4 matchs. Le problème, c'est que le 4e match, il est dans 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines. Pour moi, si le staff a décidé d'être cohérent et de ne pas prendre de risques insensés, on va dire, en fait, les joueurs qui sont revenus hier, à la limite, le dernier week-end avant la trêve internationale à Reims, on en verra certains. Mais en fait, pour moi, on ne les verra pas avant septembre. Parce qu'en fait, ces joueurs-là vont se préparer. Le 29 août, il y a donc la dernière journée. Et ils s'en vont tous après en sélection. Avec des matchs très importants parce que c'est la qualificative pour la Coupe du Monde. Et notamment les Sud-Américains qui ont sauté une journée, donc qui ont des matchs à rattraper, qui vont pratiquement jouer 3 matchs, je crois, sur septembre et 3 matchs sur octobre. Le staff est obligé d'en tenir compte, même si Paris n'a pas à s'occuper des sélections, le staff il est obligé d'en tenir compte. Après, Kimpembe, c'est aussi le contre-exemple du joueur qui avait 10 jours de préparation dans les jambes. Alors, il a peut-être surperformé parce qu'il y a l'excitation de jouer un trophée, etc. Moi, je pense qu'un joueur comme Marquinhos, il peut être dans la lignée parce que c'est des joueurs sérieux, qui ont une vie de famille rangée, qui font pas la fête toute la nuit, voilà, etc. Je pense bien sûr, que tu verras peut-être déjà à Brest, mais pour moi, la majorité, allez, peut-être une demi-heure à Reims, mais moi, je tape directement sur septembre. Parce que, encore une fois, je pense que Di Maria, Marquinhos et Kimpembe, ça va être les premiers. Je pense que ce seront les premiers à reprendre la compétition. Ouais. Mbappé, Pochettino l'a dit hier, il y a de fortes chances qu'il débute le match ce soir. Donc, s'il est bien en jambes, Mbappé, je pense qu'après, ça va être du tout mou.
là où je te rejoins, j'ai plus de doutes peut-être sur Messi s'il signe, on attend de voir, et Neymar évidemment, et à moindre, et peut-être aussi Paredes. Voilà. Mais je pense que voilà, Di Maria, Marquinhos, Kimpembe, moi je pense que voilà, ils sont assez sérieux pour pouvoir reprendre, aller peut-être d'ici 2 semaines ou le troisième match, comme tu l'as dit, je crois que c'était face à Brest. Ouais. Donc voilà. Et puis ça reste là, des petites rencontres entre guillemets. Donc voilà, je pense que ça peut. Et là, juste, c'est pareil. Si Pochettino a décidé qu'Mbappé demain à 3, ce soir d'ailleurs, pas demain, ce soir à 3, c'est 60 minutes, il ne faut pas qu'il lui fasse faire 78 minutes parce que lui ne veut pas sortir, parce que le match est serré. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le mode les matchs officiels servent de match de préparation. En match de préparation, tu aurais fait 60, va pas faire plus, quoi. Voilà, Par contre, Yas, et vraiment, je termine là-dessus, sur la défense à 3 et mettre ça en place, franchement, ça va être très compliqué, encore une fois, en termes de timing, avec tous les joueurs. Enfin, les joueurs sont revenus là, il peut commencer à travailler. Mais c'est vrai que c'est pour mettre ça en place, alors que là, depuis qu'il est là, on n'a jamais joué comme ça. Franchement, avec un Ramos qui n'est pas encore prêt, qui n'est pas apte pour ce soir, franchement, bon courage à lui. Plus si on lui colle Messi encore, enfin, quand je dis on lui colle, c'est pas méchant, mais genre, si Messi arrive cette semaine, c'est pour ça que je parlais d'un mal de tête pour Pochettino. Mettre ça en place, un nouveau système de jeu avec des nouveaux joueurs dont la forme est un peu disparate selon les vacances qu'ils ont passées les uns les autres, et puis leur retour au camp des loges, c'est pas facile pour Pochettino. Honnêtement, ça va pas être facile. Moi, je veux bien prendre 9 millions d'euros par an avec ces soucis-là. Je vais pas vous mentir. Débrief justement donc lundi dans le podcast de Paris United pour débriefer ce soir donc le premier match dans le championnat de notre Ligue 1 Uber Eats pour le Paris Saint-Germain 21h face à 3 le leader le champion de Ligue 2 la saison dernière est donc promu et donc le Paris Saint-Germain qui disputera son premier match ce soir à 21h. Débrief dans le podcast lundi et puis évidemment on parlera des dernières informations sur Lionel Messi s'il y en a et si son arrivée est programmée ou une conférence de presse même est annoncée par le Paris Saint-Germain pour début de semaine prochaine comme le dit tout à l'heure, les infos du Mundo Deportivo. On verra tout ça, évidemment. Merci Yacine, merci Mousse, et je remercie Vincent Chaudel d'avoir été avec nous, même s'il n'a pas pu terminer le podcast, mais qui nous a éclairé sur les questions économiques liées au parcours. Et puis merci à toi Hugo, parce que tu es en vacances, il faut le dire. Voilà, tu es dans le joli Pays Basque, et tu es très professionnel, tu es quand même venu donner un peu de ton temps pour faire un podcast, parce qu'on savait que ceux qui sont amateurs du podcast Angers Capital, ils nous ont demandé sur les réseaux est-ce qu'on va faire un. Donc, voilà, je te remercie d'avoir pris le temps de le faire. Et puis, je ne sais pas si tu seras là lundi, mais si tu n'es pas là, c'est normal et je prendrai ta place avec grand plaisir. Tu peux aller profiter de la plage toute la journée à nouveau. D'ailleurs, on lance un petit jeu. Où est Hugo, si vous le trouvez? Bah, je viens de le dire en même temps. Donc, non, tu as dit Pays Basque quand même. Oui. Donnez vos propositions en commentaire en dessous, mais si vous allez voir ma story Insta, ce ne sera pas trop difficile de trouver. Hein. Vous pouvez lui demander des selfies, il est cool. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, vous inquiétez pas. Très sympa. Je réponds à tout. Je ne demande pas à mon personnel de vous casser la gueule. Non, c'était très important d'être là aussi parce que quand même, c'est ce qui a fait, c'est quand même une bombe que les informations sur Messi qui quitte le Barça et qui pourrait possiblement arriver au Paris Saint-Germain. Tout ça en 2 jours, donc il fallait évidemment être présent avec les copains. Et on embrasse Nico qui est en Grèce, là, qui a tweeté. Donc, bonnes vacances, Nico, si tu nous regardes. Bonnes vacances à Nicolas Puravo, donc il reviendra évidemment dans le podcast quand il aura fini ses vacances en Grèce. Et aussi, on remercie Clément Pernia qui n'était pas avec nous aujourd'hui, mais qui a eu cette très bonne info et qu'il a livrée hier et il nous a dit évidemment qu'on pouvait la reprendre dans le podcast pour développer un peu sur cette information, qui a donc eu des informations aussi sur l'arrivée prochaine de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Merci à vous deux, merci à Vincent Chaudel qui reviendra avec nous évidemment pour reparler si l'arrivée de Messi est officialisée, pour les contrats et les détails économiques de cette arrivée. Et puis on se dit rendez-vous donc à lundi pour le prochain podcast de Paris United. Salut à tous, ciao. Ciao.